Bonjour à tous, chers élèves, et bienvenue. Nous sommes ravis de voir que vous êtes présents pour les différentes synthèses qui ont eu lieu depuis ce matin, à savoir l'histoire, le français et enfin la philosophie. Sur ce, je vais donner la parole à Madame Dia, qui va vous parler de des deux principaux exercices en philosophie, à savoir l'exercice de la dissertation, l'exercice du commentaire de texte et un dernier qu'on oublie souvent, le texte suivi de questions en rapport avec les ouvrages, les œuvres au programme. Le premier, c'est l'Apologie de Socrate. Le second, du contrat social de Jean-Jacques Rousseau, à savoir le livre 1 et le livre 2. Donc, ouvrez grand vos oreilles. Bonjour chers élèves, je me réjouis d'être aujourd'hui parmi vous pour cet exercice de synthèse, revoir ce que nous avons vu tout au courant de l'année et nous appesantir sur un certain nombre de points. Et contrairement à ce qui se fait habituellement, on va avoir une démarche inhabituelle parce que vous avez souvent tendance à voir qu'à la fin de l'année, les synthèses qui sont organisées en philosophie, c'est des synthèses qui reviennent sur les thèmes qui sont traités dans le programme. Mais nous, cette fois-ci, on essaie d'adopter une démarche originale, comme ça a été le cas de nos collègues qui nous ont précédés, d'insister sur la méthodologie des exercices phares qui sont proposés à l'examen, à savoir, pour le premier tour, la dissertation philosophique et le commentaire de texte philosophique, et pour ceux qui seront admis au second tour, à savoir le texte suivi de questions. C'est dire qu'on n'est pas là pour faire un rappel de toutes les leçons des différents domaines qui sont proposés tout au long de l'année, mais notre souci c'est de comment faire pour vous permettre de mieux comprendre la méthodologie, parce que ça ne sert à rien d'avoir compris toutes les leçons, d'avoir assimilé tous les contenus de ces leçons-là, tous les thèmes qui sont traités, sans pour autant avoir cette capacité-là, cette aptitude-là à bien mener une réflexion critique. Autrement dit, une réflexion philosophique. Parce qu'il y a le pensée philosophique. On ne pense pas en philosophie n'importe comment. D'où l'idée de la méthodologie. C'est bien beau que vous puissiez apprendre, et même parfois vous apprenez mécaniquement les leçons, mais c'est également mieux si vous avez des astuces, c'est-à-dire des procédés qui vous permettent d'être à la fois dans votre raisonnement, d'être efficace et efficient. Et cela vous permettra, en un temps record, de avoir un rapport assez, je veux dire, traumatisant, épidermique vis-à-vis de la dissertation et vis-à-vis même du commentaire. Donc on va procéder à la manière des philosophes, c'est-à-dire ne pas faire comme tout le monde, faire les choses de manière inhabituelle, bouleverser tous les codes, mais en suivant effectivement les règles aussi qui sont établies dans la discipline. Et pour ce, je sais que votre exercice phare, c'est la dissertation. La plupart du temps, excusez-moi de le dire, mais vous avez cette fâcheuse tendance-là à dire on choisit la dissertation. Quoi qu'il advienne, c'est la dissertation. Ce n'est pas l'attitude d'un philosophe. Ce n'est pas l'attitude que doit adopter un esprit de philosophe. Pourquoi? Parce que le philosophe, c'est quelqu'un qui est là, prêt, qui a de l'assurance. Comme disait tout à l'heure mon collègue, ayez de l'assurance, c'est-à-dire ayez confiance en vous, en vos capacités intellectuelles. Parce que dites-vous bien que vous avez parcouru tout ce chemin-là
pour arriver en terminale. Et pourquoi en terminale, j'ai embrassé cette discipline si particulière qui est la philosophie? Parce que on suppose que j'ai une maturité intellectuelle pour pouvoir philosopher. Et c'est parce que vous êtes en terminale que vous êtes capable véritablement de philosopher. Maintenant, comme disait Emmanuel Kant, on n'apprend pas la philosophie, mais on apprend à philosopher. Alors, comment philosopher? J'en reviens à cette question-là que j'avais agitée tout à l'heure. Comment procéder? Comment penser philosophiquement? Parce qu'il y a penser et penser de manière critique, c'est-à-dire penser philosophiquement. Et c'est ce qu'on attend de vous. À toutes les évaluations auxquelles on vous invite, que ce soit en classe, que ce soit à l'examen, on attend que vous fassiez montre de cette qualité-là, de cette capacité-là à penser philosophiquement. Maintenant, c'est quoi penser philosophiquement? Penser philosophiquement veut dire tout simplement penser de manière critique. Et n'oubliez jamais ce mot, critique. C'est ça. Penser philosophiquement veut dire penser de manière critique. C'est quoi la critique en philosophie? Critiquer en philosophie, pour vous, élèves de terminale, vous savez déjà ce que c'est. Lorsque le philosophe critique, il ne le fait pas à la manière de l'homme du sens commun. Autrement dit, critiquer pour critiquer, balayer d'un revers de main tout ce qui se présente à nous, ou bien apporter une critique stérile sans pour autant proposer une alternative qui soit constructive. Quand le philosophe critique, il fait quoi? Il examine. C'est un examen de l'esprit, un examen que la raison effectue vis-à-vis ou en rapport avec ce qui se présente à lui. Et vous qui êtes philosophe, apprenti philosophe, vous qui utilisez votre raison, qu'est-ce qui se place devant vous? Qu'est-ce qui est devant vous? C'est le sujet de dissertation, c'est le texte à commenter, c'est le texte à expliquer. Donc vous devez non seulement comprendre tout ce préalable-là, que lorsque je suis en face d'une épreuve, on me demande quelque chose. Qu'est-ce qu'on me demande? Monsieur X, mademoiselle X, savez-vous penser? Savez-vous réfléchir? Savez-vous raisonner? Et moi, ma réponse c'est quoi? Bien évidemment, je sais penser, je sais réfléchir et je sais raisonner. Donc ce sont ces qualités-là que vous devez développer et c'est tout ce qu'on attend de vous. D'où l'intérêt de revoir le rapport que vous avez avec les épreuves qu'on vous présente. J'ai l'habitude de dire à mes élèves que si vous voulez vraiment avoir un rapport positif ou facile avec les épreuves qu'on vous propose, comprenez juste que c'est une invitation à la réflexion. Quand on nous invite quelque part, on y va de bon gré. Quand on accepte une invitation, on le fait avec plaisir. Est-ce que vous voyez? Donc ici, on est animé par de bonnes intentions et on est dans de bonnes dispositions d'affronter la situation qui se présente à nous, c'est-à-dire l'invitation. Aussi, quand on vous propose un sujet de dissertation, quand on vous propose un texte à commenter à l'examen, dites-vous bien que c'est une invitation. Et c'est la meilleure des invitations. Parce que c'est ce que vous avez de meilleur en vous. C'est ce qui fait votre identité, c'est-à-dire cette raison capable d'analyser, capable d'expliquer, capable de discerner, de distinguer, de faire la part des choses. C'est cette partie-là qu'on invite. Donc, quand vous réfléchissez philosophiquement, quand vous essayez de résoudre un problème philosophique, c'est quoi? Mais vous faites l'expression pleine et entière de ce qui vous caractérise au mieux. C'est quoi? C'est votre raison, c'est votre identité. Autrement dit, plus vous pensez philosophiquement, plus vous raisonnez philosophiquement, plus vous êtes humain. Donc à
accepté volontiers cette invitation et allez-y dans de très bonnes dispositions et maintenant faites montre à votre correcteur que vous êtes dans de bonnes dispositions pour accepter l'invitation, que vous êtes dans de bonnes dispositions pour penser philosophiquement. Donc cela veut dire que ça requiert un certain nombre d'exigences, d'aptitudes qui sont d'ordre éminemment intellectuel. Je disais tantôt, pour revenir à mon propos, qu'on va faire les choses de manière inhabituelle. Je ne vais pas commencer par la dissertation. Je vais commencer par l'exercice qui est le parent pauvre de tous les exercices qu'on vous propose, à savoir le commentaire de texte philosophique. Parce que certains élèves le choisissent par défaut. Pourquoi? Parce qu'ils ont un matériau qui est là, déjà prêt. Et ils peuvent, à partir de ce matériau-là, essayer de négocier, de glaner de gauche à droite certaines idées et puis d'en finir. C'est comme si c'était une corvée. C'est comme si c'était une punition et ils veulent véritablement en finir. Je vous invite aujourd'hui, et je sais que vos professeurs l'ont déjà fait, mais c'est juste un rappel, parce que le rappel est toujours pédagogique, de changer votre manière d'aborder ces exercices-là qu'on vous propose. D'y aller avec bon cœur et par ricochet également, de rectifier un certain nombre d'erreurs que vous aviez souvent l'habitude de commettre. Donc, en quoi consiste cette méthodologie? Vous avez un texte d'un auteur et le texte est calibré, je pense souvent on a une quinzaine de lignes comme ça, maximum entre 12, 15 lignes ou 10 lignes comme ça. Et c'est un extrait d'une œuvre, c'est-à-dire que on prend un philosophe, on tire à partir de son œuvre des idées qu'il a eu à défendre, à exposer, à expliquer dans un thème et qu'il a tiré d'un thème, autant pour moi, qui est général. Donc c'est un extrait, une partie, une portion, d'accord? Et c'est soumis à votre intelligence, à votre appréciation. Comprenez que le texte, l'extrait, est tiré d'un contexte général, tiré d'un thème général. Et on vous demande maintenant d'apprécier en faisant quoi? D'une part, en expliquant, autrement dit, en explicitant, en rendant beaucoup plus clair, beaucoup plus compréhensible, beaucoup plus accessible la position de l'auteur sur le thème général, mais aussi en tant qu'apprenti philosophe, en tant que philosophe doté d'une raison critique, d'apprécier cette position de l'auteur. Qu'il soit Platon, qu'il soit le plus grand de tous les philosophes, même vous, l'apprenti philosophe, vous avez la possibilité d'apprécier. En faisant quoi? En discutant. Autrement dit, j'en reviens à la définition même de la critique, en examinant, en essayant de voir quelle est la portée de la position de l'auteur, quelles sont les limites de sa position, autrement dit, qu'est-ce que son avis, son point de vue a d'important, quels sont les points positifs, quelles sont les failles de sa position, etc. Parce que, comprenez bien qu'en philosophie, il n'y a pas de vérité absolue. Donc, le disciple peut contredire le maître. Je ne vous apprends rien si je vous dis que l'histoire de la philosophie est émaillée de parricides. Ça, vous le comprenez bien. Quand on dit le vœu secret de tout philosophe, c'est de mettre fin à la philosophie. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que chaque philosophe doit s'attendre à ce que son œuvre soit critiquée. Parce que lui-même, il œuvre à critiquer les œuvres
de ses prédécesseurs et de ses contemporains. Donc lui aussi, il doit s'attendre à ce que ses successeurs ou même ses contemporains, effectivement, critiquent son œuvre. Donc que vous soyez élève, cela ne change rien. Vous êtes apprenti philosophe. Dès que vous vous abreuvez à la source de la philosophie, on conçoit que vous avez cette capacité-là à penser, à analyser et à critiquer. Donc, le commentaire de texte est assez particulier, contrairement à la dissertation. Ça semble être un exercice facile. Mais c'est facile, c'est ce que je dis souvent à mes élèves, quand vous comprenez le texte. C'est facile quand vous assimilez bien la méthodologie. Mais c'est difficile lorsque vous n'avez pas toutes ces aptitudes-là. Est-ce que c'est un texte sur le langage, sur la liberté, sur l'État? Mais comme vous pouvez aussi avoir un texte qui est à cheval entre deux thèmes. Vous pouvez avoir un texte qui nous parle de nature et culture, par exemple. C'est deux thèmes différents. Un texte qui nous parle d'État et de liberté. C'est deux thèmes différents. Mais dès que vous lisez, votre bon sens doit vous indiquer quel est véritablement le thème. Donc cette partie-là, elle n'est pas difficile à déterminer ni à définir. Et le thème, vous voyez, ça s'inscrit dans un cadre général, j'ai dit. Donc, pour déterminer ou définir le thème, soyez simple. Parce que la simplicité également, c'est un art. Il n'est pas dit que vous soyez philosophe, que vous ayez une expression alambiquée, compliquée, même si les philosophes sont, entre guillemets, compliqués. Mais quand même, soyez simple dans le style, soyez clair, et que votre propos soit cohérent. Donc, vous définissez le thème, et le thème répond à la question de quoi s'agit-il dans le texte? De quoi est-il question dans le texte? Dès que vous lisez, vous savez de quoi il s'agit dans le texte. De quoi traite le texte? Vous pouvez aborder le thème en disant, ce texte c'est Descartes, c'est Hegel, c'est Marx, etc., traite du thème de la définition de la philosophie, traite du thème des rapports entre philosophie et religion, traite du thème de la fonction de l'art, traite du thème, etc. Est-ce que vous voyez? Donc de manière simple, par une phrase simple, ce texte vous donnez le nom de l'auteur, traite du thème et vous dites de quoi il s'agit. Point. Voilà, vous en avez fini avec le thème. C'est compris? C'est bon? La deuxième phase, c'est la thèse. Autant pour moi, vous voyez, par habitude. La deuxième phase, c'est le problème philosophique. Mais on laisse cette partie en suspens et vous allez comprendre pourquoi. Le problème philosophique. Parce que déjà, définir un problème, c'est déjà difficile. Et s'il est philosophique, le surcroît. Donc, il n'est pas dit que, dès que vous lisez le thème, vous puissiez être capable, de facto, de dégager le problème philosophique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va procéder astucieusement. On va, dans le brouillon, on a dégagé notre thème, problème philosophique, on met point d'interrogation, on attend. D'accord? Et on en arrive à la troisième partie qui est la thèse de l'auteur. La thèse de l'auteur, c'est quoi? C'est sa position par rapport à quoi? Par rapport? On lève la main, on est en classe, hein? On fait à la manière d'Aristote là, on philosophe en plein air. Derrière, oui? Très bien. Voilà, c'est sa position, son point de vue, son avis. D'accord? Donc, lorsqu'on donne la thèse de l'auteur, il y a un thème qui est là, qui est soulevé. L'auteur se prononce par rapport à ce thème-là et il donne son point de vue. Parce que n'oubliez pas qu'en philosophie, le philosophe, il s'exprime à la première personne. Il revendique ses propos. Voilà ce que j'en pense. C'est ce que dit l'auteur. D'accord? Et lorsque nous connaissons la thèse de l'auteur, par exemple, prenons un exemple pratique. Je dis, par exemple, ce texte de Karl Marx traite du thème de la valeur du travail dans la société.
d'accord, où ce texte de Karl Marx traite du thème du travail, tout simplement. Je peux utiliser d'autres exemples. Ça, c'est le thème. Maintenant, supposons que nous savons déjà quelle est la position de Marx. Que pense Marx par rapport au travail? Il en pense quoi? Quelle est sa position? Aïdara? Que le travail ne doit pas être une aliénation, ou bien que le travail doit être libération et source de revenus financiers et pas d'exploitation de l'homme par l'homme. Imaginons un texte où Marx fustige le travail qui est exercé dans la société industrielle, dans la société capitaliste. Vous pouvez dire, ce texte de Karl Marx traite du thème du travail et la thèse, Marx défend la thèse selon laquelle le travail en principe doit être une source de libération. Mais le travail qui est exercé dans la société capitaliste est aliénation. Ouais, on imagine. D'accord? Donc ça, c'est la thèse, la position que Marx donne par rapport à la définition du travail. Maintenant, nous avons déjà dégagé la thèse dans le brouillon. Nous revenons en arrière pour voir quel est le souci, c'est de savoir qu'est-ce que le problème philosophique dans l'exercice du commentaire de texte philosophique. Tout écrit philosophique cristallise en lui-même un problème. Parce que n'oubliez pas que la philosophie, ou en philosophie, l'interrogation, elle est majeure. Le questionnement, il est majeur. Donc, à chaque fois que le philosophe se prononce, il soulève un problème qui va faire naître une problématique. Donc, c'est quoi le problème? Le problème, c'est tout simplement la question que soulève le texte ou que soulève le thème général. Et la position de l'auteur n'est que la réponse à cette question. Autrement dit, si la position de l'auteur est la réponse au problème que soulève le thème dans lequel s'inscrit le texte, le problème philosophique n'est que la question et l'auteur tente de répondre à la question. Le problème philosophique n'est qu'un questionnement auquel l'auteur tente de répondre. Et s'il y a un problème, la thèse de l'auteur n'est qu'une solution à ce problème-là. Est-ce que j'en fais bien comprendre? D'où l'intérêt, et ce qui est plus facile, de dégager dans le brouillon la thèse, et ensuite, lorsque vous avez l'affirmation, il n'est pas difficile de trouver l'interrogation. Comme quand je dis, que fait Madame Dia? Ou quand je dis, par exemple, si je prends la thèse, Madame Dia est en train de parler. La question qui se porte à cette affirmation, c'est quoi? Que fait Madame Dia? D'accord? Donc, essayez de vous exercer dans le brouillon pour comprendre comment définir le problème philosophique. Parce qu'il n'est pas évident que dès que vous donnez le thème, que vous puissiez être capable de donner le problème philosophique. Est-ce que vous me comprenez? Et malheureusement, à l'examen, vous donnez n'importe comment le problème philosophique. Le problème philosophique est nécessairement lié de manière logique à la thèse. Nécessairement. Parce que la thèse est la réponse à la question. La thèse est la solution au problème. Nous sommes d'accord? Jusque-là, c'est clair. En quatrième et dernière position, pour ce qui est de la première partie, on doit dégager ce qu'on appelle la structure du texte. Autrement dit, les différentes articulations de la pensée de l'auteur dans le texte. Vous savez que souvent, un texte, il y a ce que l'on appelle le fond et la forme. Et il y a ce que l'auteur dit, mais il y a également la manière de le dire, comment il argumente. Et ça, je pense qu'en français même, on vous offre les outils
pour pouvoir structurer un texte. Autrement dit, voir quels sont les différents mouvements du texte, quels sont les différents mouvements de la pensée de l'auteur. Et ça, au préalable, avant même de dégager le thème, la thèse, etc., lorsqu'on vous donne le texte, lisez attentivement le texte. Et la lecture, elle n'est pas une lecture superficielle. Elle est à la fois une lecture qui est attentive et active aussi. Vous devez, crayon en main, stylo en main, repérer les connecteurs logiques, repérer les mots de liaison, repérer les exemples. C'est-à-dire faire un travail de fouille qui vous permettra de désosser un peu le texte, de sorte à ce que vous puissiez être capable d'avoir, ne serait-ce que du point de vue de la forme, le plan. Est-ce que vous voyez? Donc la structure du texte, c'est seulement les différentes parties du texte. C'est le plan du texte. Et j'insiste aussi pour cette partie, vous avez souvent l'habitude de faire, dans la première, il faut d'abord, enfant, il, et ne dites jamais, dans la première partie, nous montrons que c'est pas vous qui avez écrit le texte. Vous, on vous demande que d'apprécier et d'expliquer le texte. Donc faites parler l'auteur. Ça aussi j'en ai vu pendant le bac blanc, où des élèves disent, pour ce qui est de la structure du texte, dans la première partie, nous allons montrer que l'auteur, non, c'est l'auteur, faites parler l'auteur. Dans la première idée, où l'auteur commence d'abord par, c'est l'auteur qui dit, c'est l'auteur qui indique, c'est l'auteur qui souligne, c'est l'auteur qui montre, c'est pas vous. Est-ce que vous voyez? Vous n'êtes que le porte-parole de l'auteur. Vous dites ce qu'il dit et qu'il ne dit pas. Est-ce que vous voyez? Vous le dites. Vous dites ce qu'il a dit, mais qu'il n'a pas dit. Donc c'est vous qui êtes là, c'est vous qui expliquez, c'est vous qui explicitez, c'est vous qui clarifiez. Est-ce que vous voyez? Donc c'est important pour la structure de s'en tenir à ça. L'auteur commence d'abord par indiquer. Ok? Évitez par exemple également de faire, première partie, vous donnez un titre et vous soulignez. J'en ai vu. Dans la première partie, c'est le caractère aliénant du travail, vous soulignez. Ou dans la première partie, l'aliénation du travail, vous soulignez. Évitez ça. Soyez simple dans le style. Et quand vous êtes simple, vous ne risquez pas d'être pris en faute. Est-ce que vous voyez? Donc, je récapitule. Nous avons le thème. De quoi s'agit-il dans le texte? Avec une phrase, c'est bon, une seule phrase. On ne vous demande pas d'épiloguer là-dessus, de nous présenter un contexte, de faire du bavardage, non. Allez directement à l'essentiel, dégagez le thème. Ce texte vous pouvez également formuler cela autrement, mais ce qui nous intéresse, c'est de déterminer le thème de manière claire et concise, c'est-à-dire brève. Une seule phrase, ça suffit. La deuxième étape, c'est le problème philosophique. Quand vous travaillez dans le brouillon, vous pouvez d'abord dégager la thèse, ensuite revenir sur le problème philosophique. C'est plus facile. Maintenant, si vous en avez les capacités intellectuelles aussi, rien ne vous empêche dès l'entame de donner le problème philosophique si vous connaissez déjà la thèse. Est-ce que vous voyez? Ici, c'est la question que soulève le texte, la réponse à la question soulevée par le texte, la thèse, et là, c'est la structure. On détermine d'abord le nombre de parties avant de définir ces parties. Et s'il vous plaît, j'en ai également vu, je ne sais pas où est-ce que vous avez déniché cette méthodologie-là. Après, j'en ai vu des élèves qui, après la structure du texte, posent une question. Oui, pour que cette question-là se rapporte à la discussion. Non. C'est ces 4 éléments qu'on doit trouver dans l'introduction. Thème, problème philosophique, thèse, structure du texte, point. Et évitez également, ne vous aventurez pas à promettre monts et merveilles. C'est valable pour la dissertation. Et à ne pas tenir vos promesses. Parce que le philosophe a le souci de la vérité, de la précision et de l'exactitude. Si vous promettez à votre correcteur,
avec une analyse fine, rigoureuse, détaillée, pertinente, nous allons, et que tout ce que vous allez faire est loin de tout cela. C'est vous qui l'avez promis, hein, ça risque d'impacter sur la note. Donc tenez-vous seulement à ça. Dégagez ces différentes parties-là, ces différentes étapes-là doivent figurer dans l'introduction et de la manière la plus simple qui soit. C'est OK? Pas de questions? C'est bon? Très bien. Maintenant, passons au développement, c'est-à-dire la deuxième partie. C'est comme vous faites en français, hein, parce que comprenez que le texte a expliqué et a commenté. Et c'est là où la consigne, elle est importante et elle prend tout son sens. Le développement, c'est un double travail. Un travail d'explication, de clarification, d'explicitation, mais également un travail de critique, de discussion. Est-ce que vous voyez? Et vraiment, vous devez fournir un effort nécessaire pour que cette partie-là soit bien présentée. Le développement est important parce que c'est à ce niveau-là que le professeur ou le correcteur, c'est déjà l'introduction déjà pour informer. Mais vraiment le développement, et éloignez-vous cette idée qui consiste à dire que les profs ne lisent pas le développement. En tout cas, pas les profs de philosophie. Pas les professeurs de philosophie. Et je suis sûre que les autres collègues également, ils ont une conscience professionnelle telle que ils lisent tout. Tout. Donc, ne jouez pas à la loterie, s'il vous plaît. Cette deuxième partie-là, elle doit être bien traitée. Parce que c'est un double travail. Imaginez, le commentaire de texte philosophique, c'est comme si vous aviez un texte. Le texte vous est présenté, c'est lisible. Comprenez qu'il y a un autre texte qui sous-tend ce texte-là. C'est ce que vous appelez en français l'implicite et l'explicite. Ce qui est implicite, c'est ce que l'auteur dit et qu'il ne dit pas. Et c'est à vous de le lui faire dire. Vous comprenez? Donc vous devez osciller entre ces deux mouvements-là, entre l'explicite, en prenant en compte la forme, et l'implicite, c'est-à-dire ce qui est sous-entendu, ce qui est en toile de fond, ce qui n'est pas dit, mais que vous devez exprimer clairement. Et ça demande également une analyse approfondie. C'est là maintenant où vous mobilisez vos connaissances sur le thème. Et la chose à éviter, c'est de prendre le texte, quand vous l'analysez, de le prendre comme un prétexte à disserter. De le prendre comme un thème, c'est-à-dire vous emparer du thème. Imaginez, le thème du texte, c'est le travail. Je l'ai dit tout à l'heure, un exemple précis. Vous voulez faire le développement, vous emparez du thème sur le travail et vous restituez votre leçon sur le travail de A à Z en méprisant, en ignorant royalement le texte. Les profs de philo ont horreur de ça. Parce que vous ne pouvez pas jouer avec leur intelligence. Si vous le faites, c'est-à-dire vous vous suicidez intellectuellement. Parce que vous savez pertinemment que vous n'avez pas fait ce qui vous est demandé. Donc soyez honnête intellectuellement. Le texte, c'est votre matériau de travail. C'est la base. Vous devez travailler avec ça. Du début à la fin. Restez avec le texte. Collez au texte. Travaillez avec le texte. Donc, ne méprenez pas le texte. Vous pouvez même, comme vous le faites en français, prendre un certain nombre de passages dans le texte pour montrer au correcteur que, ah, moi je suis avec le texte, je travaille avec l'auteur. Donc, c'est important. Ne faites pas une dissertation à la place du commentaire de texte. Ça, si vous le faites, la consigne qu'on nous donne en tant que correcteur, c'est qu'il est inadmissible. Est-ce que vous voyez? Donc, votre note va osciller entre
Et vous comprenez, hein? Donc, entre 5 et 1. Parce que ça veut dire que cette paresse intellectuelle-là que vous avez, à prendre, on vous a proposé le texte, vous vous proposez autre chose. Certes, on vous demande de penser par vous-même, mais penser par soi-même ne veut pas dire penser n'importe comment ou faire ce que l'on veut. Non. Penser par soi-même veut dire quoi? Avoir cette autonomie intellectuelle-là à utiliser sa raison, à réfléchir, à analyser, à montrer qu'on est capable de comprendre les choses et qu'on est capable de les expliquer. Mais faites cela, on ne demande que ça. Donc vous prenez le texte à bras le corps, dans le développement. La première partie, on vous a dit expliquer. La première phase du développement consiste à l'explicitation du texte, à la clarification du sens des idées de l'auteur. Vous comprenez? Et vous le faites comme en français, comme vous faites dans le commentaire de texte littéraire. Encore que, je souligne, ce n'est pas une explication linéaire. Autrement dit, il ne s'agit pas d'expliquer ligne par ligne. J'en ai vu, bon Dieu, à l'examen, les élèves, ils recopient la première phrase, l'auteur veut dire, deuxième phrase, il veut dire, troisième phrase, c'est-à-dire. On ne procède pas comme ça en philosophie. Je vous ai dit, pour la structure du texte, c'est des centres d'intérêt. Donc, c'est le premier centre d'intérêt qu'on prend en bloc et qu'on explicite. Et on le fait souvent comme on argumente en français, c'est-à-dire on explicite, on illustre avec des exemples concrets. Ça peut être un exemple concret, philosophique, d'abord, et en dehors même du champ de la philosophie. Vous pouvez utiliser des exemples littéraires, historiques. L'idée est que l'exemple soit pertinent et que cela illustre ce que vous avez expliqué. Non seulement que cela illustre cela, mais que ça soit conforme à ce que vous expliquez. Donc, vous ne pouvez pas utiliser un exemple qui n'est pas en rapport avec l'idée que vous avez déjà explicitée. Ça doit être conforme et cohérent. Si vous faites cela pour l'argumentation, vous pouvez utiliser, j'ai dit tout à l'heure, un exemple concret, l'exemple peut être même tiré de votre vécu quotidien. Hein, parce que vous savez que la philosophie ne laisse rien en rade. Elle s'intéresse à tous les domaines de l'existence. Ça va être un exemple politique, dans tous les domaines de la pensée et de la connaissance humaine. Vous pouvez puiser des exemples, mais que ces exemples-là soient pertinents et soient conformes de manière explicite à l'idée que vous avez explicitée. Ça peut être des exemples, ça peut être une citation. De même, ça obéit au même principe de conformité, d'adéquation. Est-ce que vous voyez? Ça peut être, je ne sais pas moi, un proverbe. Attends, l'essentiel est que ça peut être une référence. L'essentiel est que ça illustre parfaitement. C'est pour juste montrer que, certes, vous pensez philosophiquement, mais que votre pensée n'est pas une vaine spéculation abstraite, mais que cela peut effectivement se prouver dans la réalité concrète et dans n'importe quel domaine de la vie. Donc cette première partie, vous prenez le premier centre d'intérêt, vous l'explicitez avec des exemples à l'appui, des références et des citations. Si c'est deux parties, vous aménagez une phrase de transition et souvent, puisque les philosophes adorent les questions, il est indiqué ou suggéré que cette phrase de transition-là soit exprimée sous le mode interrogatif. Donc ça doit être une question. Nécessairement, il doit y avoir une phrase de transition entre les parties. Si vous avez deux centres d'intérêt, vous aurez une phrase de transition. Si vous avez trois centres d'intérêt, vous aurez deux phrases de transition. Et la phrase de transition, elle est importante parce que elle permet de manière souple de passer d'un point à un autre. Est-ce que vous voyez? De quitter de la première partie à la deuxième partie. Sinon, on aura l'impression que le raisonnement est trop abrupt
ou bien que vous sautez du coq à l'âne et qu'il y ait un manque de cohérence. Et dans ce cas aussi, ma collègue m'a soufflé tout à l'heure, évitez la paraphrase. C'est comme en français, c'est-à-dire tout ce qu'on vous interdit de faire dans le commentaire de texte, dans l'explication littéraire, est valable pour l'explication de texte philosophique. Évitez la paraphrase. La paraphrase, c'est quoi? Vous savez. Dire ce que l'autre a dit dans d'autres termes, sans pour autant l'expliquer. Parce qu'on attend de vous que vous approfondissiez l'analyse. L'auteur a dit ceci de manière savante. Nous, on ne sait pas ce que c'est. Nous ne sommes pas des philosophes. C'est vous le philosophe. C'est à vous de nous expliciter ce qu'il a dit, pour que ça soit accessible à notre compréhension. C'est ça là le travail qu'on attend de vous. On n'attend pas de vous à ce que vous nous disiez. Dans la première partie, l'auteur a dit, et vous en tenez là. Non, appréciez ce qu'il a dit. Quand Marx dit que le travail dans la société capitaliste est aliénant, vous ne pouvez pas juste vous en tenir à l'idée que, selon Marx, le travail qui existe dans la société capitaliste est négatif ou n'honore pas l'homme. Mais il faut dire en quoi. Et ça, on vous l'a appris en classe, dans les leçons. Lorsque Marx dit que le travail est aliénant, mais qu'est-ce qui le motive à le dire? Quelles sont les raisons? Mais ce sont ces raisons-là que vous allez évoquer. Si vous les évoquez, vous êtes en plein pied dans l'explicitation et dans la clarification. C'est ce qu'on attend de vous. Donc il faut le faire de manière pertinente, claire, simple, et éviter d'avoir une compréhension erronée. Et parce que si vous avez une compréhension erronée de ce que dit l'auteur, vous risquez de biaiser la pensée de l'auteur. Biaiser la pensée de l'auteur veut dire dire en deçà de ce qu'il a dit, ou dire des contresens, c'est-à-dire dire le contraire même, faire des contresens, dire le contraire de ce qu'il n'a pas dit. Et ça, il faut éviter. Il faut rester fidèle à la pensée de l'auteur. Vous n'êtes là que pour reporter, pour le moment. Parce qu'on est dans la première phase qui est la phase d'explication. Vous devez être fidèle à l'auteur. Et lorsque vous expliquez, vous clarifiez, vous vous appuyez sur vos leçons, vous appuyez sur votre culture philosophique, vous pouvez faire également appel à d'autres auteurs qui peuvent même ne pas être ou ne pas partager, ne pas être dans le même courant de pensée que l'auteur, mais qui ont le même avis que l'auteur sur le même thème. Est-ce que vous voyez? Qui ont le même avis que l'auteur sur le même thème. Vous pouvez les évoquer pour renforcer et corroborer la position de l'auteur. Même si ces auteurs-là ne sont pas des philosophes, l'essentiel est que ça corrobore la pensée de l'auteur. Mais dire que ces auteurs-là peuvent ne pas être des philosophes ne veut pas dire évoquer n'importe qui. Ceux-là qu'on évoque, ces auteurs-là qu'on évoque, qui soient dans la philosophie, qui soient externes à la philosophie, mais ça doit être des auteurs consacrés. C'est valable également pour la dissertation. Être des auteurs consacrés, ça veut dire quoi? Être des auteurs reconnus, scientifiquement. Est-ce que vous voyez? Je peux par exemple faire appel à un littéraire. Quand je parle de Hugo, par exemple. Hugo, il est reconnu scientifiquement. Ok? Mais vous ne pouvez pas faire appel à votre, je ne sais pas moi, vous dire par exemple, notre professeur de philosophie, c'est qui votre professeur de philosophie? Qui le connaît? Est-ce qu'il a écrit? Est-ce que scientifiquement il est connu? Personne ne le connaît. Donc, lorsque vous faites le choix des références, lorsque vous évoquez d'autres auteurs, que ces auteurs-là soient des auteurs reconnus scientifiquement. Ils peuvent être des philosophes comme ils peuvent être des non-philosophes. Vous aménagez une phase de transition. Vous faites pareil pour la deuxième partie. S'il y a une troisième, vous faites pareil. Ça, c'est la première partie de l'explication. Est-ce que vous voyez? Maintenant, vous allez entamer la deuxième consigne, discussion. Et c'est la plupart du temps là où vous péchez. Vous péchez par la paraphrase, en n'approfondissant pas. Vous péchez également en oubliant que dans le commentaire de texte, vous devez discuter le texte. Et discuter le texte, c'est apprécier de manière critique la pensée de l'auteur.
Maintenant, la critique, quand je dis de manière critique, cela ne veut pas dire seulement de manière négative. Vous pouvez être d'accord avec l'auteur, vous pouvez être d'accord avec Marx par exemple, et approfondir la thèse de Marx, aller même au-delà de la pensée de Marx, tout en étant dans le même sillage, en faisant aussi appel à d'autres auteurs. Mais cette fois-ci, si vous êtes d'accord avec l'auteur et que vous appréciez positivement son propos, vous pouvez faire appel à des auteurs qui sont dans la même position. Quand je dis quand il s'agit de la critique positive. Maintenant, si vous critiquez et que vous êtes à l'opposé de ce que l'auteur pense, vous devez faire appel. Non seulement vous indiquez votre position, mais vous devez faire appel à d'autres auteurs, philosophes, qui ne partagent pas du tout la pensée de l'auteur. Est-ce que vous me comprenez? Pour discuter. Et la discussion, vous ne devez pas également élaborer cela n'importe comment. Vous avez expliqué, vous avez respecté toutes les parties, illustration, transition, explication, illustration, transition. Sautez une ligne et entamer la discussion. La plupart du temps, et je dis généralement, la discussion porte sur la thèse de l'auteur. Mais il n'est pas dit que c'est exclusivement sur la thèse de l'auteur. La discussion peut porter sur une idée secondaire dans le texte. Si vous pensez que l'auteur a vraiment raison, soit vous l'appuyez, ou soit vous allez sur une idée où vous n'êtes pas du tout d'accord, vous soulevez cette idée-là et vous l'attaquez de manière critique. Donc, lorsque vous amorcez la discussion, montrez à votre correcteur que vous êtes en train d'entamer la discussion. Non. La conclusion, comme son nom l'indique, elle sert à parachever, à conclure, à récapituler. Et cette partie-là comprend trois parties essentielles. Ok? La première partie, c'est comme ce que vous faites en français, faire le bilan de votre analyse. Et ça, déjà, la structure du texte vous permet de le faire. Qu'est-ce que vous avez retenu dans la première partie? Qu'est-ce que vous avez retenu dans la deuxième partie? Ok? Et en le faisant en même temps, vous incorporez l'intérêt philosophique, c'est-à-dire ce que le texte vous a permis de comprendre. Quel enseignement en avez-vous tiré? C'est compris? Et la deuxième phase, vous répondez, vous statuez. C'est là où vraiment on remarque quelle est votre position véritable. Vous l'aviez annoncé en filigrane tout au long de la discussion. Mais vous pouvez, de manière péremptoire, dans la conclusion, la deuxième phase, c'est de statuer sur le débat de fond. Le problème que le texte a soulevé, quelle en est votre appréciation personnelle? La deuxième phase. Et la troisième phase, effectivement, comme dans tout raisonnement philosophique, comme dans tout débat philosophique, il n'y a jamais eu une fermeture totale. Parce que, tout simplement, le philosophe n'a pas un esprit obtus, il a un esprit ouvert. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce raisonnement-là que nous avons effectué avec l'auteur, du début à la fin, peut nous amener à aborder d'autres problèmes qui sont en connexion avec le thème qu'on a traité. D'où l'intérêt d'ouvrir des perspectives. Et comme pour la dissertation, ces perspectives-là également, moi, il m'est même arrivé de conseiller à mes élèves, et ce qui n'est pas très pédagogique, je l'avoue, de ne s'en tenir qu'à ces deux parties, c'est-à-dire bilan, réponse. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, et surtout même pour la dissertation, quand vous faites vos perspectives, c'est comme un cheveu dans la soupe. Voilà, imaginez que tout le travail là, c'est une bonne soupe.
avec des légumes et tout, on mange, on mange, on mange, on mange. À la fin, la dernière cuillerée, on voit un long cheveu comme ça, de greffage ou je ne sais quoi. Qu'est-ce qu'on a... Quand on remarque ça, qu'est-ce qu'on a envie de faire? De poser, on ne peut pas continuer à manger. Sauf qu'on soit trop gourmand. Ça coupe la paix, ça coupe l'appétit. Donc imaginez, c'est la dernière note sur ce que vous respectez par vos correcteurs. C'est important. Donc globalement, si j'ai omis quelques détails, peut-être que vous pouvez revenir là-dessus. Globalement, c'est... voilà.